La course aux missiles hypersoniques menace-t-elle la sécurité mondiale? C'est l'une des questions de ce début d'année. L'avance de la Chine et de la Russie inquiète, semble-t-il, les États-Unis. La guerre spatiale a-t-elle commencé? Est-elle déclarée? Décryptage avec nos invités. Jérôme Pellistrandi, bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Défense nationale. Avec nous également Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, IPSE. Je vous avais fait général, vous voyez, je ne pense pas que ça va vous déplaire. Non. Avant de vous donner la parole, cher messieurs, un état des lieux de la situation, un point d'étape, si l'on peut dire, dans cette course aux armes hypersoniques, récit signé Grégory Fontana. Maîtriser l'arme hypersonique, c'est maîtriser l'arme de demain. Et dans cette course, la Chine et la Russie semblent disposer d'une sérieuse longueur d'avance sur les autres grandes puissances militaires mondiales. Moscou revendique depuis ces derniers mois avoir réussi plusieurs tests de ses missiles de très haute technologie, la nouvelle arme de dissuasion. Cette nuit, au petit matin, un tir d'une salve de missiles hypersoniques Zircon a été effectué. C'est notre missile le plus moderne qui fonctionne contre les cibles navales et les cibles terrestres. Un missile hypersonique est un missile qui atteint en moyenne 5 fois la vitesse du son. Quasiment indétectable, il peut changer brusquement de direction en plein vol, réduisant considérablement les capacités de réaction d'un ennemi potentiel. C'est une arme qui peut également transporter des ogives nucléaires, d'où la discrétion de la Chine sur les tests qu'elle effectue, tout en ne cachant pas ses ambitions. La Chine a toujours adhéré à la stratégie nucléaire d'autodéfense. Elle a poursuivi la politique de non-recours en premier aux armes nucléaires et maintenu ses forces nucléaires au niveau le plus bas requis pour préserver la sécurité nationale. Cela constitue en soi une contribution importante à la stabilité stratégique mondiale. La Corée du Nord affirme également disposer d'une telle technologie en annonçant régulièrement des tests réussis. À la traîne, les États-Unis multiplient les échecs et ne prévoient pas de disposer de missiles hypersoniques avant 2024. En attendant, Washington dépense des milliards de dollars dans la mise au point de systèmes d'interception. Emmanuel Dupuis, est-on entré dans une nouvelle ère militaire ? Oui, enfin, vous l'avez évoqué, on peut appeler ça une nouvelle guerre de l'espace, ou en tout cas une nouvelle guerre de l'étoile, comme ça a été le cas au début des années 80, avec un front reversé. À l'époque, c'était la technologie américaine qui avait pris d'une certaine façon d'avance l'immensité du dispositif de défense russe, mais qui n'était pas aussi moderne qu'on ne le pensait. Là, c'est le contraire. Le président Vladimir Poutine a évoqué la réussite, en fait on n'en est pas sûr, en tout cas le tir d'un missile Zircon, donc à Mach 5, Mach 6, il a mis de côté le fait qu'il y a un deuxième type de missile avant-garde encore plus rapide et avec une portée encore plus longue, mais il a évoqué surtout le fait que les États-Unis étaient sans doute en retard. D'ailleurs, les États-Unis l'ont évoqué. Votre reportage mentionne le fait qu'ils pourront se doter de ce type de missile à l'horizon 2024. Le président Vladimir Poutine, dans sa conférence de presse, a évoqué le fait que ce tir de missile Zircon avait été effectué par un sous-marin en surface, en mer Arctique. Les premiers missiles équivalents américains adviendront non pas en 2024, mais en 2028. Donc il y a un laps de temps au cours duquel les Chinois, avec leurs missiles Daofeng 17, et les Russes sont en train de prendre une avance constante. Général Jérôme Pellistrandi, Grégory Fontana a esquissé la réponse, mais on a besoin de plus de précision. Dites-nous quelle est la différence entre un missile classique ou supersonique et ceux qu'on appelle hypersoniques. Alors déjà, c'est la vitesse. Vous avez deux types de grands missiles en quelque sorte. Vous avez le missile balistique en quelque sorte qui part à la verticale, comme une fusée, et qui va retomber sur une cible à plusieurs milliers de kilomètres. C'est ce qui équipe, par exemple, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, qu'ils soient russes, anglais, américains, français, voire chinois. Vous avez ensuite le missile de croisière, utilisé depuis les années 80 par les États-Unis, et par d'autres pays, dont la France. Donc c'est un missile qui va être largué d'un avion et qui va voler à environ 1000-1500 km/h et qui va aller sur une cible. Et on l'a vu notamment, par exemple, l'Irak ou l'Afghanistan ont été bombardés de ce type de missile. Le missile hypersonique, lui, eh bien, sa caractéristique, c'est sa très grande vitesse. Comme le disait Emmanuel Dupuis, aux alentours entre 5000 et 8000 km/h, ce qui lui donne normalement une furtivité bien plus importante qu'un missile balistique ou les missiles de croisière actuels. Donc il n'y a pas de parade contre ces missiles ? Alors,
Ce que l'on ne sait pas actuellement, parce que faire voler un missile à très grande vitesse, c'est relativement facile. Atteindre des vitesses de l'ordre de 8 à 10 000 km, c'est facile. La problématique, c'est d'amener la charge utile, qu'elle soit conventionnelle ou classique, sur la cible. Et c'est donc la précision. Les Russes se sont targués, comme les Chinois, d'avoir effectivement ces missiles extrêmement performants. La seule chose, c'est que on ne sait pas quelle est leur précision à l'arrivée. C'est-à-dire qu'un missile de croisière, par exemple, comme les missiles de croisière que nous utilisons, leur précision est de l'ordre décamétrique. C'est-à-dire qu'on les met sur l'objectif. Ouais. Imaginez un terrain de football, on le met sur le terrain de football. Là, vous tirez un missile qui va aller très vite, sur quelle distance, ouais. Et quelle va être sa précision à l'arrivée. Le missile chinois serait tombé à 30 km de sa cible, dit-on, même si Pékin, bien entendu, dément ce tir. Juste, qu'est-ce que ça va changer, ces missiles hypersoniques, mais aussi cette course, au fond? Alors, pour compléter ce qu'a dit Jérôme, il y a des missiles hypersoniques et puis vous avez des planeurs hypersoniques. Donc, il y a aussi une différence d'approche. On parle bien d'armes hypersoniques et pas seulement de missiles hypersoniques. Voilà, ce qu'a décrit Jérôme, c'est effectivement un changement de paradigme. Un missile en dôme, on sait au moment où il est tiré, au moment où il est en pleine vitesse et au moment où il va retomber. Un planeur hypersonique, largué d'un missile balistique, a une autonomie, un changement de trajectoire, une ligne beaucoup plus droite, directe, et donc du coup, sa furtivité est plus grande par sa vitesse, mais sa furtivité, sa dangerosité est rendue encore plus forte, car il peut changer de trajectoire. D'où le double paradigme auxquels font face toutes les armées occidentales, américaines et européennes. Donc difficile d'intercepter, vous l'aviez dit tout à l'heure. C'est que pour l'instant, on n'a pas les capteurs, on n'a pas les armes antimissiles. Oui. Les sociétés américaines, dans un rare effort commun, Raytheon, Northrop Grumman, et j'ai oublié le troisième. Les constructeurs américains. Et Lockheed Martin se sont unifiés dans un même contrat pour, en vitesse accélérée, offrir une parade, c'est-à-dire avoir des capteurs antimissiles. On en revient à la guerre des étoiles en 1984, Général, lanceurs et intercepteurs. Comment expliquez-vous ce retard américain après le tir chinois? Le général Mark Milley a parlé d'un moment Spoutnik en référence à l'avance russe prise dans la course à l'espace en 1957. Est-ce qu'on en est là? Est-ce que les États-Unis jouent franc jeu? Les États-Unis ont ce qu'on appelle les skunk works, c'est-à-dire des programmes clandestins extrêmement performants. Donc ils ont aussi besoin, et notamment que le Congrès vote des budgets permettant, il y a un débat en ce moment à Washington. Voilà, permettant cette course à l'espace. Il est un fait que les Chinois, les Russes, mais aussi les Nord-Coréens sont dans une logique de course à l'espace. Et en particulier, l'idée chez les Chinois, c'est d'avoir une arme capable de détruire les porte-avions américains. Il y a un vrai débat autour de la survivabilité des porte-avions, parce qu'effectivement, on pourrait, toute proportion gardée, penser par exemple à la bataille de Midway pendant la Seconde Guerre mondiale, où un porte-avions, s'il est atteint par de nombreux missiles, sera fortement endommagé. Et donc, pour les Américains, il est indispensable d'avoir des crédits extrêmement importants pour à la fois développer leurs propres armes, mais aussi effectivement pour se doter de ces moyens de protection. Parce que, par exemple, les Chinois savent très bien que leurs porte-avions sont incapables d'affronter les porte-avions américains. Donc, il faut des stratégies latérales et ce type d'arme hypersonique pourrait être un outil. Et les États-Unis s'y mettent d'ailleurs. La course à l'hypervélocité, en tout cas, coûte cher. Le Pentagone l'a chiffré à 106 milliards de dollars pour l'US Army, à 89 milliards pour la Navy, la marine américaine, avec une première tranche de financement de près de 30 milliards de dollars. Voilà pour les chiffres. Qu'est-ce que ça va changer dans la géopolitique mondiale et la géostratégie? Déjà, tenir compte du fait que tous les accords de limitation d'armement ou de dénucléarisation ou de démilitarisation impliquent la Russie et les États-Unis, mais sans la Chine. Donc le premier élément, c'est sans doute de réviser les traités et d'y associer de nouveaux acteurs qui posent problème. Les États-Unis et la Russie ont annihilé, en sortant l'un après l'autre, le traité des armes nucléaires intermédiaires, FNI, qui avait été lancé en 1987, le programme New SALT, donc New Start, pardon, SALT 1, SALT 2, devenu New Start, de limitation des missiles balistiques implique de manière exclusive les États-Unis et la Russie. D'ailleurs, il en sera question à Genève. Il n'y a aucun traité qui implique la Chine. Donc peut-être que le premier élément, c'est d'avoir une nouvelle configuration, d'une nouvelle limitation d'armement impliquant
de nouveaux acteurs. Jérôme a mentionné la Corée du Nord. On estime qu'il y a à peu près 5 ou 6 pays qui ont cette capacité. La France, faut-il le rappeler, se lance de manière expérimentale. Vous me tendez la perche, j'allais dire, au général Jérôme Pellistrandi. Et la France dans tout ça? Alors d'abord, qui est une puissance nucléaire. Il faut souligner que la France a pour un véhicule hypersonique, il faut disposer de ce qu'on appelle un statoréacteur. C'est-à-dire que contrairement au turboréacteur d'un avion, vous avez des pièces en mouvement. Le statoréacteur, c'est un gros tuyau dans lequel vous allez injecter du carburant que vous allez allumer, et qui permet d'atteindre une vitesse très élevée. Or, la France dispose d'une très grande expérience dans les statoréacteurs. Et donc, nous sommes engagés dans des programmes, notamment dans le renouvellement de nos missiles air-sol moyenne portée que l'on met sous nos avions Rafale avec le programme ASN 4G, donc qui devrait frôler ce type de vitesse. Et nous allons avoir en 2022 un test d'un véhicule qu'on appelle VMAX, beaucoup de secrets autour, qui serait à capacité hypersonique. Et donc, c'est un enjeu très important pour notre défense en 2022. Merci beaucoup, Général Jérôme Pellistrandi. Et merci à vous, Emmanuel Dupuis. Ce grand temps, vous avez remarqué passer une vitesse hypersonique. Merci à tous les deux. On aura l'occasion d'y revenir tellement le sujet est brûlant.